Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, merci d'avoir choisi Canal Algérie, soyez les bienvenus dans Ciné Thématique. On a le plaisir de vous retrouver chaque jeudi soir pour parler d'un sujet à travers la diffusion d'un film, d'un documentaire. Le cinéma est à l'honneur chaque semaine sur notre chaîne, tant mieux, et que vive le cinéma. Ce soir, nous allons parler de l'Afrique, de ce continent, de ce grand continent qui a la plus ancienne histoire du monde. On va parler d'identité africaine, de culture d'Afrique, bien sûr des victoires du passé contre le colonialisme, mais également et surtout des défis d'aujourd'hui et des perspectives de demain. Nabil Tribesh et le staff de l'émission enregistrée au studio 7 de Canal vous souhaitent la bienvenue. Marhaba bikoum. Africa is back. C'est le documentaire du réalisateur Selm Brahimi et Chergi Kharoubi. C'est un documentaire qui est à notre sens utile et nécessaire pour comprendre, bien sûr, cette révolution culturelle initiée par l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Le festival panafricain de 1969, un événement qui s'est placé au cœur d'enjeux politiques majeurs. Nous avons vu déjà le documentaire de William Klein et ce soir on va découvrir le regard, le point de vue, l'appréciation d'intellectuels, de cinéastes, d'hommes de théâtre et bien sûr d'autres intellectuels sur l'Afrique, sur son développement, sur sa culture et sur les avancées qu'a connu l'Afrique. En tout cas, c'est un documentaire encore une fois captivant. Il a été enregistré lors de la deuxième tenue du Panafricain en Algérie en 2009. Je vous invite tout de suite à découvrir un extrait de votre documentaire de ce jeudi soir. Je suis cinéaste mauritanien. Il faut préciser cela, mais je me sens africain. Moi, je suis un enfant des indépendances, voilà, si on peut dire ça. Je n'ai pas vécu cette euphorie des indépendances. Je peux dire en quelque sorte que quand j'ai commencé à grandir, j'ai peut-être subi les indépendances. Parce que chaque peuple a le droit d'être souverain, voilà, de faire sa propre politique. Voilà. Donc l'indépendance, dans ce sens, est quelque chose d'extrêmement important dans le destin d'un peuple. Mais lorsqu'une génération subit ces indépendances comme un échec, je crois qu'il faut qu'on parle souvent d'échec. C'est important à un certain moment de se retourner vers soi. Et ce travail est quelque part le rôle d'un artiste aussi. Une œuvre d'art, c'est comme une radioscopie d'une société. Ça, c'est la vision de Frantz Fanon. Et voilà, lorsqu'un poumon marche bien, c'est une normalité. Lorsque le cœur bat bien, c'est une normalité. Mais lorsque les intestins ne fonctionnent pas, il faut dire que les intestins ne fonctionnent pas. Il faut dire qu'il y a un problème là-dedans. Et oui, c'était bien sûr un avant-goût de ce que vous allez pouvoir suivre avec nous ce soir. Le documentaire, encore une fois, Africa is back de Selm Brahimi et de notre ami Kharoubi. Et c'est un documentaire qui nous a été offert par le CNCA. Donc ce soir, nous remercions le directeur général du CNCA qui contribue justement à nourrir cette émission de par, bien sûr, leur participation à travers des films et des documentaires. Nous étions en train d'écouter les propos de Abdrahman Sissako. Il est réalisateur mauritanien, il est spécialiste de l'exil et du déplacement. Il a raflé les Césars, souvenez-vous, en 2015 pour le film Tombouctou. À l'instar, bien sûr, de Abdrahman Sissako, nous allons voir et écouter William Klein, Danny Glover, Jihan Tahiri et Aminata
Terraoré et plein d'autres, encore une fois, intellectuels d'Afrique qui parlent de différents problèmes et de perspectives et d'enjeux culturels de notre grand continent. Encore une fois, ce soir, nous sommes ravis et contents et heureux de recevoir un cinéaste algérien qui respire l'Afrique, qui revendique son panafricanisme, journaliste ayant sillonné l'Afrique. Il est aujourd'hui aussi porteur d'un bon projet, d'un grand projet. Il œuvre à faire rayonner le cinéma africain à travers un événement majeur en Algérie, c'est le festival du film méditerranéen organisé à Annaba. Je pense que vous l'avez deviné, vous connaissez son nom, il s'appelle Saïd Ould Khlifa, il a accepté l'invitation de Ciné Thématique. On le reçoit juste après l'habituel jingle de l'émission. Bonsoir, Monsieur Saïd Ould Khlifa. Bonsoir. Ah ben, toujours ravi de vous retrouver et de vous accueillir parmi nous dans Ciné Thématique. Vous répondez toujours présent. Ben, c'est normal. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ce soir, avant de parler peut-être d'Afrique, il y a, comme on appelle dans le jargon, dans ce qu'on appelle le jargon journalistique, il y a l'actualité qui prime. Et vous êtes à la tête de ce festival qui se déroule à Annaba chaque année. Et tant mieux, parce que c'est un festival qui revient de très très loin. Après une longue absence, c'est le festival du film méditerranéen. Oui, oui. Et cette année, ça s'annonce très très bien, je pense. Oui, cette année, c'est une belle moisson, donc on va avoir, Inch'Allah, une belle sélection. En tout cas, le programme est pratiquement bouclé. On n'attend plus que les dernières retouches pour annoncer officiellement le contenu qui va être encore plus innovant. Il y a des films africains ? Ah oui, beaucoup. Oui, nous faisons aussi partie de l'Afrique. Quand je dis nous, c'est-à-dire la rive sud de la Méditerranée. Oui. Du Maroc jusqu'à l'Égypte. Oui. Donc, il y a des films africains. Ouais. Dans le jury, il y a aussi des Africains d'Afrique subsaharienne également. Alors, ce soir, on va parler autour de cette thématique de l'Afrique. Et vous connaissez les deux réalisateurs qui ont travaillé sur ce documentaire, encore une fois, à notre sens, utile et nécessaire pour comprendre la suite de ce qui a été initié par l'Algérie. Shelgui Kharoubi, vous connaissez très bien, car en 2018, il était membre du jury dans votre festival. Et bien sûr, Selim Brahimi qui a raflé en 2016, je crois, le Annab d'or par rapport à un film, maintenant ils peuvent venir, qui parle de terrorisme, de ce qu'a connu l'Algérie dans les années 90. Moi, je veux avoir votre avis sur les deux personnages, les deux personnalités de Shelgui Kharoubi et de Selim Brahimi. Qu'est-ce qui représente pour vous ces deux cinéastes algériens dans l'ensemble de la cinématographie algérienne, dans le milieu cinéma, dans la famille cinématographique algérienne? Spontanément, je vais vous dire une chose par rapport à Shelgui Kharoubi. Shelgui Kharoubi, pour moi, était vraiment le fantasme. Parce qu'il fait partie de cette génération qui est parti étudier le cinéma, qui était mon rêve. Il est parti en Belgique. En Belgique, à l'IAD. Et donc je suivais lui, Kamal Dahan. Il y a toute une école belge du cinéma algérien. Oui, bien sûr. Et donc Kharoubi fait partie de ça. Et à la première occasion, j'ai tenu à ce qu'il soit parmi nous à Annaba au jury du documentaire. Selim Brahimi, je l'ai connu avant de l'identifier. Je l'ai écouté. Et j'ai trouvé qu'il faisait partie d'une autre génération qui avait encore plus de choses à dire. Parce qu'elle avait plus de recul. Et puis, j'ai la prétention de dire que c'est noué entre nous une amitié. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour son ambition et beaucoup de tendresse pour ce qu'il a envie, pour ce qu'il a envie de donner à ce pays. Parce que dès qu'on parle de l'Algérie, il tremble. Il tremble et il est très sensible par rapport à tout ce qui se passe en Algérie. C'est un Algérien, c'est normal, et un Africain comme Shelgui Kharoubi. Et nous les avons connus ici dans Ciné Thématique à travers, bien sûr, deux magnifiques travaux. Pour Selim Brahimi, c'était L'émir Abdelkader, un magnifique documentaire très didactique, pédagogique pour comprendre le parcours de l'émir Abdelkader. Et puis, pour Shelgui Kharoubi, avec Ibn Khaldoun, c'est un documentaire assez captivant, de procédés cinématographiques remarquables, en tout cas pour les deux. Et ce soir, nous sommes ravis encore une fois de présenter leur
travail en commun qui est porté sur l'Afrique et sur le panafricain organisé ici en Algérie en 69 et puis après en 2009. En 2009. Alors Abderrahmane Sissako, pourquoi j'ai choisi cet extrait spécialement pour vous? Parce qu'Abderrahmane Sissako, qui est un réalisateur mauritanien, je le disais tout à l'heure, il a raflé les Césars en 2015 par rapport à ce film Tombouctou qui parle d'intégrisme, de radicalisme et de terrorisme aussi et de prise en otage des femmes et des hommes de culture au Mali, hein, c'est ça, donc, et dans les pays du Sahel en général. Il nous dit, Abderrahmane Sissako, dans le documentaire, que une œuvre d'art, c'est comme une radioscopie d'une société, et c'est et c'est une référence fanonienne, hein, c'est Fanon qui dit ça. Moi j'ai envie juste de vous dire, la classe politique de 1969, les intellectuels algériens de 1969, ces progressistes qui ont tout de suite compris que l'art et la culture, c'est des moyens de lutte nouveaux qu'il fallait justement mettre en avant pour développer et faire évoluer la société. Juste après l'indépendance de l'Algérie, il fallait s'armer, il fallait revendiquer son identité, sa culture, mettre en avant cette explosion culturelle. Ah oui, moi j'étais gamin quand j'ai vu un ministre dans une salle de cinéma avec le public et ça m'a... Vous parlez de Sder Benihia? Non, c'est pas lui. Non, lui, on va en parler. C'est vraiment un repère pour moi. Oui. Mais un ministre qui venait, et puis après, ils se sont abonnés à une salle qui s'appelle le 6, entre nous, parce que le cinéma algérien, c'est que des chiffres, le 92, le 13 et le 6, pour aller voir les films, j'allais dire entre eux, quoi. Mais il y avait cette démarche d'aller voir le film au public, et à la cinémathèque également. Donc, il y avait un éveil, une soif de culture, d'une génération qui en a été privée quand même. C'est ça qu'il faut aussi voir et savoir, c'est que c'est une génération qui a jeté par-dessus bord son ambition universitaire pour personnel, privé, individuel. Oui, pour monter au maquis. Et puis après, au maquis, les films étaient projetés également. Donc c'est une génération qui n'a pas perdu de vue la culture. Et celle qui a abouti à 69 avec Ben Yahya, avec Reda Melk, avec Mohamed Yazid, tous ces noms phares, quoi. Alors l'Algérie pour l'Afrique. Oui. L'Algérie, mecque des révolutionnaires, mais pas que, parce que l'Algérie a été la mecque des hommes de lettres, des cinéastes, des hommes et des femmes de culture. Et bien sûr, et l'Afrique pour l'Algérie, pour vous, c'est quoi? C'est cette contribution durant le colonialisme, durant la guerre de notre pays, quand l'Algérie faisait sa révolution, qu'on ne connaît pas beaucoup en fait. Oui, qu'on ne connaît pas beaucoup. Moi, je voudrais juste rappeler, même si c'est une évidence, que l'Afrique et l'Algérie, c'est la même chose. On a Alger au nord, le Cap au sud. C'est le même continent. Mais l'Afrique, pour l'Algérie, l'Afrique on a une dette envers le continent subsaharien. Moi, je me souviens que le premier... Là, vous parlez du Mali? Du Mali, le premier, j'étais collectionneur de timbres, philatéliste. Un des premiers timbres que j'ai vus, malien, c'était un timbre qui a été lancé en solidarité avec le peuple algérien en lutte. Nous avons eu Frantz Fanon a été envoyé ambassadeur au Ghana. Donc l'Afrique a toujours été, l'Afrique noire subsaharienne a toujours été à l'écoute et aussi elle a veillé à ne pas se couper, parce qu'il y avait quand même un plan qui était colonial de couper l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique. Ça date de Napoléon, qui a voulu couper l'Égypte en deux. C'est-à-dire, on civilise les barbares, c'est-à-dire les nègres, comme ils disaient à l'époque. Sauf qu'ils ne voulaient pas que l'Égypte soit africaine, parce que l'Égypte, il y a quand même 3000 ans de civilisation. Donc, et on a continué à se jouer ce jeu-là, à essayer de séparer ces deux continents. L'Algérie, de par sa colonisation qui était des plus barbares, et il y a eu 2 colonisations de peuplement dans l'histoire, à ma connaissance,
l'Algérie et la Palestine. Oui. Donc l'Algérie a tenu à ancrer sa révolution en Afrique, surtout. Oui. Et si bien qu'après, à l'indépendance, c'était tout à fait naturel qu'on ait une école Sékou Touré à Bellecour, une avenue Patrice Lumumba, donc la place Addis Abeba. C'est uniquement en Algérie que des rues portent, bien sûr. On a été parmi les premiers. Parmi les premiers à donner des noms de rues à des personnalités importantes africaines. Aminata, donc pour revenir à Sissako, juste, moi j'ai connu Sissako, j'étais jury dans un festival où il a présenté son premier court-métrage Octobre, un film diplôme à Duvlic à Moscou. Juste un petit, c'est peut-être un problème de génération. Ma génération ne dit pas on a subi les indépendances. Quels que soient les problèmes qu'on a eus, non, on a arraché les indépendances. Nous bénéficions. Après, c'est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par on a subi les indépendances? Je pense que je ne veux pas je veux simplement dire que on peut pas subir, on subit l'oppression, le colonialisme, on gère l'indépendance, tant bien que mal, mais on ne subit pas une indépendance. On va certainement découvrir l'intégralité du propos dans l'émission, parce qu'il revient à deux ou trois reprises, bien sûr, Abdrahmane Sissako, et je pense que dans la construction de ses idées, il voulait dire tout simplement que, je pense, parce que dans le documentaire, il essaye de parler de problématiques liées au décollage de l'Afrique. Oui, je suis d'accord qu'il y ait eu des échecs. D'accord, les générations sont là pour essayer de reconstituer cette Afrique. Mais subir, c'est un mot qui ne passe pas pour moi. Effectivement, le mot est je pense, qui est un peu mal choisi. Ceci dit, Abdrahmane Sissako reste une référence. Reste une référence et on l'écoute avec grand plaisir et on est très attentif justement à ses réflections, car il fait partie de ces intellectuels africains qui peuvent changer le cours de l'histoire. Aminata Traoré, femme politique, écrivaine malienne, très charismatique, nous parle de nouvelles formes de colonisation. On s'est débarrassé des armées, on s'est débarrassé de ces attaques directes, et aujourd'hui on utilise des colonisations idéologiques, économiques, voire culturelles, et nous illustre dans ce documentaire un exemple qui a attiré mon attention. Elle dit, les Européens nous disent renforcez, fortifiez vos frontières avec vos voisins africains, parce qu'ils sont source de menaces pour vous, ils peuvent vous ramener des problèmes. Alors que les Européens eux-mêmes cassent les barrières et enlèvent les frontières pour faire une union européenne, voire une union des États-Unis, d'Amérique. Tous les Occidentaux sont dans une démarche d'union pour être plus forts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette réflexion-là qui est à mon sens aujourd'hui très très palpable par rapport à tous ces problèmes qu'on vit en Afrique? Oui, je connais bien la démarche d'Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture au Mali du temps de Konaré, qui avec sa femme était archéologue de formation, donc c'était des universitaires. Et Aminata Traoré a toujours été... elle avait toujours un pion d'avance, comme dans un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'elle a anticipé sur cette nouvelle forme de colonisation qui n'est plus l'invasion culturelle, etc. Ça, on n'y peut rien. Tout nous tombe du ciel, le bien et le moins bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, nous vivons une époque où nous produisons le colonialisme en nous-mêmes, c'est-à-dire par notre rejet de notre environnement, de notre vécu. C'est quelque chose... Actuellement, le débat est autour du problème des haraga. La première chose que l'on fait, la première chose que l'on brûle, c'est sa propre identité avant de partir. Et donc, c'est vrai que maintenant, le colonialisme ne vient plus avec des armes et bagages, puisqu'on le produit nous-mêmes. Et Aminata Traoré en est bien consciente, parce que l'Afrique subsaharienne, qui était vraiment un creuset civilisationnel, est en train de se débattre dans des problèmes. Mais en même temps, il y a des choses qui se passent qui sont merveilleuses et
qui nous éloigne des clichés de l'Afrique de la faim. L'Éthiopie est un des pays les plus développés actuellement dans le monde. La culture africaine, M. Saïd Ould-Khalifa, rayonne dans le monde. Notamment, on cite cet exemple parfait du rayonnement de la culture africaine et de son efficacité pour le développement des peuples et des civilisations. Voilà, les États-Unis d'Amérique, cette communauté afro-américaine qui réussit dans le cinéma, dans l'art en général, même dans la politique. Ils ont eu un président afro-américain aux États-Unis, si je cite Obama. La culture africaine, c'est un réservoir magnifique pour l'émancipation des peuples. Alors qu'à l'intérieur de l'Afrique, on peine à décoller. Il y a des problèmes de connectivité. Il y a des problèmes d'échange entre Africains. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de Aminata Traoré, parce que le fond de l'idée, c'est justement ces blocages interafricains qui n'arrivent pas à avoir de la concrétisation, ils n'arrivent pas à voir le jour. Les films, comment fonctionnent aujourd'hui, si ce n'est pas peut-être le festival panafricain, le FESPACO, mais dans un continent aussi grand, il y a rien. Il y a un problème de transversalité. C'est-à-dire, il y a 2 semaines, on a inauguré une ligne Abidjan aérienne, une ligne Abidjan-New York. Ça va vous paraître anodin, sauf qu'avant, pour aller à New York, pour un Ivoirien, il fallait passer par Paris. Et puis, une compagnie éthiopienne a dit non. Moi, je vais installer cette ligne directement. C'est-à-dire que là, on peut parler de transversalité, c'est-à-dire un échange inter-africain qui existait. Et qui, chez nous, c'est poursuivi jusqu'à la transsaharienne. Et cette route qui devait déboucher à Lagos, au Nigeria. Et puis après, nos problèmes internes de tous les pays africains ont fait qu'on s'est éloigné un petit peu, mais la culture est en train de rassembler de nouveau ces énergies africaines. Vous me tendez la perche, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles menaces, malheureusement. Ce sont des menaces liées à l'immigration, à ce problème des réfugiés qui partent, qui quittent bien sûr l'Afrique pour partir, fuyant la guerre, parfois la misère, mais on parle aussi de ce problème de haraga. Selon vous, quel est le rôle que doit jouer la culture pour empêcher ça, pour sensibiliser peut-être, pour toucher du doigt les vrais problèmes? Est-ce que vous pensez que la culture peut être dans cette démarche vue, encore une fois, par les progressistes de 1969? Est-ce qu'on a aujourd'hui besoin d'un électrochoc culturel pour se rendre compte que dans ce continent, il y a plein d'opportunités et qu'il faut absolument enlever de sa tête cette idée de l'Eldorado ailleurs, parce qu'il n'existe pas. On voit à travers les écrans de télé, à travers la communication qui se passe aujourd'hui, qu'en Europe, ça ne se passe pas du tout bien et qu'aux États-Unis, il y a des problèmes économiques aussi. Oui, juste pour vous dire, la menace de l'immigration, c'est une menace pour nous-mêmes parce qu'on est en train de vivre une véritable exode des cerveaux. Je parle de l'Afrique en général et de l'Algérie en particulier. Mais sinon, l'immigration est une richesse. C'est-à-dire que on peut se nourrir les uns des autres entre Africains. Moi, je pense que plus on s'ouvre entre nous, bien sûr que tout doit être régularisé et selon les critères de chaque État, mais plus on s'ouvre, plus on va se développer. On n'est pas nous. On fait la paix avec son adversaire, son ennemi. Donc on peut se développer avec son voisin. La culture, les échanges. Je vois par exemple beaucoup d'Algériens participent au salon de la photo de Bamako, qui est un des meilleurs salons de photo dans le monde. Pas seulement en Afrique, en architecture, en archéologie. Tout ça peut, d'un côté, nous permettre de mieux nous connaître et aussi de favoriser un développement. L'année prochaine, il va y avoir une rencontre Europe-Afrique culturelle, le 2020, et dans lequel l'Algérie va être très présente, mais à titre individuel. Et c'est ça, c'est ce que montre le documentaire de ce soir, c'est que on vient à Alger pas pour se plaindre, mais pour réfléchir ensemble. On n'est plus dans la récrimination, on est dans la réflexion. Même si j'ai un petit peu, je me suis
j'ai focalisé sur le petit mot de Sissako. Le reste est très important. Ce qu'il dit de Fanon, chaque jour on le vit. Ce qu'a dit Fanon, c'est vraiment l'oracle. Ce qu'il dit sur l'Afrique, on le vit tous les jours en Algérie. Donc il est temps d'enseigner Fanon à l'école. Oui, il est temps de faire enseigner ça. Ça c'est bien. C'est bien de votre part de dire ça et de le mettre en public, parce que c'est important aujourd'hui de revenir vers des références africaines, algériennes, surtout dans nos écoles. Djihan Taheri, c'est une réalisatrice qui pense, qui revendique son africanité encore une fois, et qui a le souci du développement du cinéma africain en général. Dans ce documentaire, je l'ai écouté, elle dit finalement, nous Africains, notre problème est africain aussi, malheureusement. Parce que parfois, nos cinéastes veulent s'exprimer, veulent poser des problématiques, veulent toucher des doigts parfois des sujets qui dérangent parfois les politiques. Et dit que les politiques, ces derniers, peuvent nous contraindre de partir là-bas, en dehors de l'Afrique, pour pouvoir exprimer des idées africaines à l'extérieur de l'Afrique. Oui. C'est le problème. C'est un problème. C'est le problème. Problème de censure, problème de pression liée peut-être à ces ordres, à ces schémas faits, tout ce qui est religieux, traditionnel, ces ordres et tout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui aussi il est nécessaire de s'ouvrir et de pouvoir s'écouter sans tomber dans des préjugés ou des jugements actifs? Tout à fait. Ce que dit Djihan Taheri est exact, parce qu'un État n'est pas omniscient, il ne peut pas tout connaître. Ce sont toutes ces couches d'intellectuels, ces catégories plutôt d'intellectuels qui peuvent faire cette radioscopie. Djihan Taheri a fait des films sur les enfants du Caire, les enfants de la rue. Et ce film, elle a eu beaucoup de problèmes à le montrer en Égypte, alors que c'était le début d'une solution de montrer ça. Un bon diagnostic procure le bon médicament, le bon remède. Et je pense qu'on devrait plutôt respecter l'image. Même un mauvais documentaire, il est mauvais aujourd'hui, mais pas forcément demain. Demain, il fera partie d'un élément d'archive, de documentation pour les chercheurs. Et je pense que pousser les gens, les créateurs, à s'exiler pour reproduire une image qu'ils ont envie de partager dans le pays, c'est une erreur. Et quand ça se répète, ça devient une faute. Et après, on s'étonne, on se dit notre culture nous vient de l'extérieur. Et en fait, c'est l'envers du miroir aussi, parce que quand vous... Enfin, il y a certains pays qui vous exigent un petit peu de remplir un certain cahier de charge, c'est-à-dire de s'aligner sur quelques idées, et du coup, vous dénaturez un petit peu l'idée initiale africaine. Je sais pas. Je vais vous Je sais que j'essaie de le dire en toute subtilité, parce que je ne peux pas porter des jugements sur cela. Vous me tendez la perche. Dites. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être, pas vous, qui va peut-être choquer. Aucun pays au monde ne vous impose quoi que ce soit. Que vous parlez de la... Et je le dis en connaissance de cause. Que vous parliez de la France, de l'Espagne, n'importe quelle personne, ils sont dans une économie capitaliste. C'est à vous de dire oui ou non. C'est tout. Aucun pays au monde. Chacun a son cahier des charges qui est personnel. Il n'y a pas une vision globale comment faire. Par contre, quand les Américains produisent des films américains sur le Vietnam, ils nous ont toujours fait croire qu'ils ont gagné la guerre du Vietnam, parce que c'était leur point de vue. Mais ils n'imposeront pas à un Anglais un film sur le Vietnam qui défendent cette même thèse. Donc je crois que on n'est pas forcé de faire des films pour plaire. Aujourd'hui, M. Saïd Khalifa, quel est l'état des lieux que vous constatez, vous, en tant que journaliste, critique cinéma, cinéaste, mais également commissaire d'un festival, par rapport à l'africanité, par rapport au panafricain, par rapport à ces événements, à la position de l'Algérie aujourd'hui, comment on perçoit aujourd'hui l'Afrique, nous, et comment l'Afrique nous perçoit?
Je vais vous le dire à double titre. Dans une autre vie, j'étais journaliste et j'ai eu la chance, en tant que journaliste, de faire toute l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud. Et dans des endroits vraiment reculés, on me sort un nom algérien. On me parle de Mortar l'Africain, le colonel Kerkeb. On me parle de Bob, de Boubacar Ajali, en Afrique australe. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient là depuis les indépendances jusqu'à leur mort, jusqu'à leur disparition. Ils étaient algériens au service de causes africaines. Ça, c'est ce que j'ai découvert en tant que journaliste. Après, en tant que cinéaste et puis pour le festival, on me renvoie une certaine nostalgie d'une Algérie qui était à la pointe. La Cinémathèque d'Alger était dépositaire de tous les films et cinéma africain. De tout le cinéma africain, même les films qui dérangeaient. C'est là où je vous dis. Chérine, il est venu en Algérie pour s'exprimer. Sam Ben Ousmane a voulu faire Contiaroy. Le ministère français n'a pas aimé. Il est venu, il a fait son film avec le caïque en Algérie et le film était bloqué en France pendant très longtemps. Il est passé à Venise pour pouvoir sortir. Donc l'Algérie, on nous en parle avec une nostalgie qui est légitime parce que on avait une place qu'on essaye de retrouver. Mais maintenant, on doit passer des tentatives à une réalité, c'est-à-dire à retrouver une place africaine, parce que sans l'Afrique, on est foutu. Et ça, c'est les propos de M. Saïd Ould Khalifa qui a accepté notre invitation. Ça passe très très vite dans Ciné Thématique. On a, je crois, fait déjà presque 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour l'année 2019 ? Je ne vous ai pas dit bonne année, c'est le début de l'année. Bonne année, et puis vous souhaitez-moi quelque chose que je voudrais vous souhaiter. Du bonheur pour l'Algérie. Du bonheur pour l'Algérie. Voilà. Et du bonheur aussi pour le cinéma, pour que vos films soient... Enfin, vos films, quand je dis vos films, ce que vous avez choisi pour l'Algérie. Quand le bonheur est en Algérie, tout le reste va être... Voilà, super. En tout cas, vous sélectionnez de bons films. D'après ce qu'on est en train de voir sur la toile, des journalistes ont réagi et ils disent, voilà, cette édition va être particulière, je pense. Donc, on profite d'être là sur Canal Algérie pour inviter tout le monde à venir à Annaba pour voir des films et encourager ces initiatives de faire rayonner la culture en Algérie. C'est quelle date exactement? Et moi j'en profite pour remercier Canal Algérie de son accompagnement, parce que ça a été une magnifique couverture qui nous a beaucoup aidé. C'était vraiment... Mais c'est le devoir de la chaîne publique et ça fait partie de nos missions. Mais vous aussi, vous aidez à faire notre travail. Le festival, c'est du 20, pour en revenir à vos questions, du 24 au 30 avril. Oui. Et je salue aussi nos amis de la radio algérienne qui contribuent aussi à faire parler de ce grand événement, encore une fois, qui revient de loin et qui existe grâce à des femmes et à des hommes. Quand vous, M. Saïd Ould Khalifa, alors place au cinéma, place au documentaire de Selim Brahimi et Chergui Kharoubi qui parle de la deuxième édition du festival panafricain organisé ici à Alger en 2009. C'est un peu la suite de ce qu'a fait William Klein, qui débute qui fait le début de ce documentaire, qui parle de l'Algérie, de cette capitale qui a su prendre en charge bien sûr les revendications et les espérances et les aspirations des Africains quand il le fallait. Donc c'est un documentaire d'à peu près 1h33 minutes, il est très intense, il y a beaucoup d'images. Il est riche, il y a cette caméra, c'est le même procédé en fait qu'avait entrepris William Klein en 1969. C'est un hommage en fait. Sauf que Klein était favorisé à l'époque, moi c'était l'époque, c'est que ses assistants, c'était Slim Ria, c'était Ali Amarot, c'était vraiment des gens qui ont fait le cinéma par la suite et qui étaient là dans cet enthousiasme de l'époque
quand aussi Selm Brahim et c'est dans la continuité, justement, c'est dans la continuité. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur Canal Algérie. Je remercie bien sûr Nabil Tribèche qui a réalisé cette émission, Mohamed Zetouni, chef d'émission, Tarek Mzal Mezali, c'est ça, qui est le directeur photo de cette émission, qui fait beaucoup d'efforts pour nous donner cette atmosphère cinématographique. Une belle image en tout cas. Ben, j'espère, on veut donner ça à nos téléspectateurs, on voudrait que tout se passe bien en tout cas ici dans cette émission pour vous. On remercie aussi le ministère de la Culture à travers ses agences, le CADC, le CNC à l'ARC aussi, qui contribuent aussi à donner de la matière, de la production à cette émission. Et la Cinémathèque algérienne. Et la Cinémathèque algérienne, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, pour que le cinéma dure et règne et qui vive le cinéma sur toutes les télés, j'allais dire, du monde et sur toutes les salles du cinéma du monde. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ould Khalifa. Bon vent pour vous et réussite à votre festival. Merci d'avoir accepté notre invitation.